Que devient l'alternance quand le pouvoir réécrit les règles à Djibouti en vue de la présidentielle de 2026? Les règles du jeu ont sauté. La limite d'âge disparaît et un nouveau mandat pour Ismaël Omar Guelleh devient possible. Au Cameroun, par exemple, en août 2025, Maurice Kamto a, lui, été écarté du processus électoral et Paul Biya a été réélu pour un 8e mandat. 2 pays, 2 moments, une même question. Que devient l'alternance quand le pouvoir réécrit les règles du jeu? Pour en parler, je reçois 2 invités sur ce plateau. Alexis Mohamed, je rappelle que tu es un ancien conseiller du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Bienvenue. Merci à toi. Et je reçois Olivier Ngo, je rappelle que tu es le représentant MRC en Île-de-France. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Vous regardez le podcast de Quotient Life, le rendez-vous, tournez à Paris, abonnez-vous, commentez, likez, votre soutien compte. Messieurs, sans plus tarder, j'ai envie de vous poser la question, bien entendu, est-ce que c'est facile finalement d'être opposant? Alexis, je vais commencer par toi. De toute évidence, non. À Djibouti, quand on voit aujourd'hui la réalité que vit l'opposition à Djibouti, c'est un véritable désastre. C'est même une préoccupation du point de vue valeurs démocratiques. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il est vrai qu'être dans l'opposition, être opposant à Djibouti, c'est extrêmement difficile, très très difficile en raison du verrouillage autour des structures politiques de l'opposition, autour également des hommes et des femmes qui ne peuvent même plus aujourd'hui faire état de leurs divergences politiques, qu'ils soient dans un parti ou pas d'ailleurs. Alors, je rappelle que toi, tu as choisi les réseaux sociaux pour annoncer de façon tonitruante que tu pensais effectivement que le président allait procéder à la modification de la Constitution pour faire sauter effectivement la limitation d'âge et tout ceci. Tu es donc le témoin aujourd'hui de ce changement qui est annoncé pour quelques mois à Djibouti. Ça fait de toi, de fait, un opposant. Je ne suis témoin de rien du tout. J'ai juste compris qu'il allait y avoir le projet de la modification de la Constitution, que j'appelle justement le coup d'État constitutionnel. Effectivement, pour moi, c'était vraiment la limite rouge à ne pas dépasser. On peut tout accepter, sauf pérenniser ou permettre en tout cas la pérennisation au pouvoir du président de la République en raison des réalités nombreuses du pays, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, mais aussi sur le plan social. Ok, on va revenir là-dessus. Olivier, nous on se connaît déjà. Au Cameroun, Maurice Kamto, là, au mois d'août, a été effectivement écarté du scrutin présidentiel. Un parcours qui est assez intéressant à observer. Qu'est-ce que ça fait déjà pour toi d'être du parti de l'opposition? C'est comme Alexis l'a dit, je pense que nous sommes dans des régimes autoritaires, nous sommes dans des régimes autocratiques. Et à partir de cette définition, il est clair que ce n'est pas facile d'être opposant. Parce que l'exercice de ces droits civiques, de ces droits politiques, est constamment entravé justement par la dictature. Et quand tu soulèves le cas de ce que nous avons vécu, en premier lieu, le professeur Maurice Kamto, l'éviction barbare de sa candidature à l'élection présidentielle de 2025, il est clair que c'est plus qu'un élément symptomatique, c'est la caricature la plus hideuse de la dictature, tout simplement. Donc, nous, au MRC, nous entendons évidemment rester un parti qui est uni, qui restera solidaire et qui continuera son bout de chemin et qui continuera à apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut quand même parler de démocratie au Cameroun ou pas? Dans le contexte dans lequel nous sommes, permettez que je souffle, je dirais évidemment non. 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 Il n'y a pas du tout d'avancée parce que finalement, l'élection a quand même eu lieu. Paul Biya a été réélu pour un 8e mandat avec un opposant qui est sorti du lot, Issa Tiroma, qui, bien sûr, à la faveur de l'exclusion du professeur Maurice Kamto. Est-ce que quand même, là, il y a eu une élection? Les Camerounais se sont rendus dans les urnes, ils ont voté, il y a eu une proclamation des résultats. C'est quand même une démocratie. Je répète non. Si vous me permettez, si tu me permets, je vais prendre une petite minute pour expliquer
Pourquoi je dis non très fermement? Nous ne sommes pas dans une démocratie. Parce que la démocratie, c'est plusieurs choses. C'est une philosophie, c'est un modèle d'organisation politique qui englobe la liberté d'expression, le respect des droits humains, la pluralité politique, les élections présidentielles, législatives, etc. Ça englobe aussi et surtout, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, la limitation des mandats. Alors, la limitation des mandats, typiquement, ce qui fait le destin croisé entre Djibouti et le Cameroun aujourd'hui, c'est le fait que le pouvoir en place a manœuvré pour faire sauter tous les verrous qui constituent cette limitation des mandats. Et pourquoi est-ce que cette limitation des mandats est fondamentale? En tout cas, un des éléments vraiment fondateurs, structurants de la démocratie. Parce que c'est l'élément constitutionnel et institutionnel qui permet d'éviter à tout prix la personnification du pouvoir. Parce que ce qu'on peut appeler, enfin, ce que moi j'entends par ce qui dérive de la personnification du pouvoir, c'est le fait que, c'est comme un fruit, le fruit qui peut être beau et qui peut embellir le panier, ou alors le fruit pourri qui peut pourrir tout le panier. Et je m'explique en 30 secondes. De la personnification du pouvoir découle le fait de confisquer ce pouvoir. De la confiscation du pouvoir découlent les élections truquées. Quand on veut truquer les élections, on est obligé de corrompre. Ça entraîne la généralisation de la corruption. La généralisation de la corruption entraîne la mauvaise gouvernance systémique. La mauvaise gouvernance entretient le sous-développement et la pauvreté. Et finalement, on aboutit à une espèce de verrouillage de toute alternance politique par les voies institutionnelles. Et ça débouche sur quoi? Soit une insurrection populaire, soit un coup d'État. Dans la plupart des cas, le peuple est le dindon de la farce des coups d'État, parce que les militaires, quand ils prennent le pouvoir, ils ne le rendent pas. Ou alors les rébellions armées. Alors, une fois qu'on a dit ça, moi je veux quand même revenir, vous avez souligné tous les deux la limitation du pouvoir, mais les personnes en place se défendent en disant qu'une constitution, ça se modifie. Oui, surtout lorsqu'on veut se pérenniser dans le pouvoir, bien évidemment, mais cela ne répond pas forcément à un cadre démocratique sain. Donc je pense que, bien évidemment, toute personne au pouvoir va construire cette espèce de narratif qui est en fait dans le fond un mensonge absolu. Comme l'a si bien dit Olivier, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres aujourd'hui à considérer dans ces semblants avec lesquels on essaye de nous faire croire que cela reflète la réalité. Non, la démocratie tant que telle, en Afrique, notamment dans nos deux pays respectifs, est complètement biaisée. Donc je pense que l'opposition n'a pas droit au chapitre, la société civile n'a pas droit au chapitre, aucun citoyen ne peut s'exprimer de la façon la plus libre possible. La conscience collective est quelque part bâillonné dans l'absolu. Ce n'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 acteurs autour du président de la République, quel que soit d'ailleurs le président, que cela reflète, qu'il applaudisse, que cela reflète forcément la réalité à la fois politique, économique et sociale du pays. Donc oui, la démocratie est complètement biaisée. Et comme je disais tout à l'heure dans notre discussion, c'est qu'on crée vraiment autant de fausses coquilles, que ce soit dans les institutions, que ce soit également dans les organisations, en matière de droits de l'homme, en matière de démocratie, en matière également corruption, etc., etc. Mais tout ceci, en fait, sont mis en place alors qu'on sait que pertinemment, dans les fonds, ce ne sont que des coquilles vides, juste pour construire justement cette espèce de discours, de narratif du moins, pour endormir à la fois le partenaire, mais aussi les bailleurs. Mais alors, et là, pour le coup, la question, c'est à vous deux, parce qu'il y a un peu plus d'expérience du côté du MRC. Maurice Kamto a été ministre de Paul Biya. Et Alexis, tu as été le conseiller spécial du président de la République. Mais finalement, comment est-ce qu'aujourd'hui, une opposition peut être légitime quand elle-même, elle a fait partie du pouvoir? D'abord, avant de répondre à la question, je voudrais juste revenir aussi sur des faits, sur la question de dire est-ce qu'au Cameroun, ici, il n'y a pas de démocratie. Oui. De fait, les élections comme celles qu'on vient de vivre
le résultat est complètement inversé. La pluralité politique, des opinions politiques, de fait, n'existe pas. Ou presque, en tout cas. Mais pourtant, il y avait 12 candidats, il y avait... Ce sont des coquilles vides, comme on l'a dit. Ce sont des coquilles vides. Ce sont des coquilles vides. Et un des autres principes de la démocratie qui est tout à fait fondamental, c'est la notion de la séparation des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Aujourd'hui, nous savons que ça n'existe pas dans un pays comme le Cameroun. Le président de la République est à la fois président du RDPC, parti au pouvoir. Il est en même temps président de la magistrature suprême, c'est-à-dire qu'il fait et défait la carrière de tous les magistrats de ce pays, y compris le plus haut magistrat, le président de la Cour constitutionnelle. Donc il n'y a pas de séparation des pouvoirs. On est dans un pays dans lequel l'Assemblée nationale n'a jamais pondu un texte de loi. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale n'a voté que des projets de loi qui viennent de l'exécutif. Donc ça démontre à suffisance qu'en fait, de l'exécutif jusqu'au législatif, jusqu'au judiciaire, en fait, c'est un seul pouvoir. Ça suffit à démontrer qu'il n'y a pas de démocratie. Nous sommes dans une coquille vide. Je reviens à la question que tu as posée. Excuse-moi, on se tutoie bien. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, non, je ne crois pas qu'avoir fait partie du régime est une malédiction à vie. Je ne crois pas. D'ailleurs, dans le cas précis de Maurice Kamto, il s'est exprimé à plusieurs reprises sur le sujet. Les Camerounais le savent. Il a été au gouvernement pendant 7 ans dans le cadre d'une mission bien précise, qui était celle du conflit territorial entre le Cameroun et le Nigeria. Absolument. Il a largement expliqué, je ne vais pas revenir dessus. Non. Donc, aujourd'hui, moi en tout cas, je suis prêt à féliciter n'importe quel Camerounais, membre de ce gouvernement, qui aurait le courage demain de dire « ça suffit », même si j'ai été 50 ans dans, entre guillemets, ce qu'on appelle vulgairement la mangeoire, aujourd'hui, je me réveille et je me range du côté du peuple, du côté de l'intérêt général. Oui, mais pardon, mais la question, c'est celle-là, c'est que les citoyens, qu'ils soient camerounais ou qu'ils soient djiboutiens, la question, c'est celle-là, c'est qu'on a vu dans plusieurs autres pays africains où, effectivement, des personnes prétendent être de l'opposition, mais finalement c'est la continuité du pouvoir. Et on a souvent l'habitude de taper de façon comme ça, de façon assez dure sur ce sont des oppositions de complaisance. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? Comment est-ce que moi je vais faire pour savoir en tant que djiboutienne par exemple que Alexis Mohamed veut vraiment défendre les besoins du peuple djiboutien? Non, c'est une question qui a quand même son importance et tu as bien fait de le relater. Et juste une petite parenthèse, quand tu parlais justement d'une personne qui a servi dans le gouvernement le professeur Maurice Kamto, oui, tout à fait. Et qui finalement en fait s'est exprimé, qui a exprimé en tout cas des divergences politiques, c'est vraiment son droit le plus absolu. Et personne n'a le monopole de servir son pays. Je pense que ni un régime ni une opposition. Je pense n'importe quel citoyen et quel que soit le gouvernement en place, il est appelé justement en raison de ses compétences, en raison de beaucoup de choses, de ses réseaux, je ne sais pas, qu'on l'appelle pour servir son pays, mais c'est un honneur. Ce n'est pas une question de servir un homme, un clan, une ethnie ou une institution, c'est de servir d'abord la République. Donc, cette espèce de narratif que construit très souvent également la majorité présidentielle en place est un narratif qui essaie en tout cas de discréditer les hommes et les femmes qui servent ou qui ont servi ou qui veulent servir le pays malgré leur appartenance auparavant. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose auquel vraiment il ne faut pas cautionner. Par contre, effectivement, par rapport à ta question, aujourd'hui, je pense que l'alternance politique, quel que soit le pays, en tout cas en Afrique, comme on en discutait tout à l'heure, elle doit être vraiment inclusive. Si on veut vraiment porter quelque chose de cohérent, parce que construire la cité de demain, ce n'est pas simplement une affaire des politiques, c'est une affaire de tous les acteurs d'une société. J'entends par là les politiques, y compris ceux qui sont dans la majorité aujourd'hui présidentielle. Donc il ne faut exclure personne. Il ne faut exclure personne. Donc les politiques, la diaspora, la société civile, le sage, les intellectuels, etc. Pour moi, il y a vraiment une nécessité absolue que tous ces acteurs-là se retrouvent autour d'une table et diriger justement la charte qui s'impose pour construire le pays de demain, un pays, une république en tout cas pour tous, mais également
parce que c'est un projet également porté par tous et non pas seulement Alors, par on les parle politiques. d'alternance. Moi, je vais prendre le cas, par exemple, du Gabon. On a eu Omar Bongo père et ensuite on a eu Ali Bongo. Oui. On peut quand même parler d'une alternance dans ce cas. Il y a changement de génération. Est-ce que selon vous, ça vous a fait sourire tous les deux? Mais parlons-en, parce qu'effectivement, le fils, lui, à son tour, avait décidé de ne pas spécialement travailler avec les anciens. Donc, est-ce que là, on ne peut pas parler d'alternance? Qu'est-ce qu'il faut attendre comme alternance idéale? Du père au fils, donc vous vous considérez comme... Je vous pose la question. Oui. Et finalement, c'est quoi l'alternance? Je pense que rigoureusement, du moins du point de vue de ce qu'on peut concevoir d'après la science politique, quand on parle d'alternance politique, c'est vraiment un changement d'orientation politique. Or, le cas du Gabon, on ne peut pas dire qu'on a assisté à un changement d'orientation politique. Donc, on va pudiquement appeler ça des transitions politiques. C'est-à-dire que le régime s'est plus ou moins conservé, en tout cas du père Bongo au fils. Aujourd'hui, on a quelques éléments qui indiquent qu'on est dans une forme de rupture parce que le fils a été déposé. Tout à fait. Il a été déposé en bonne et due forme et qu'aujourd'hui, la justice il y a eu un procès. Est en train de faire son travail au Gabon. Donc, il y a des signes qui montrent qu'on est dans une rupture. Mais encore là, je ne parlerai pas d'alternance politique, je parlerai de transition. Voilà. Donc, de mon point de vue, ce ne sont pas des alternances politiques. Alors, c'est la rupture dans la continuité, me semble-t-il. Oui, effectivement, des formules plutôt de communication. Alors, vous avez soulevé tous les deux la bonne question, c'est-à-dire que finalement, avant de parler d'alternance, que ce soit au Cameroun ou à Djibouti, il faut peut-être poser la question de la transition, parce que peut-on, quand on a connu un régime sur plusieurs années, finalement, qu'est-ce qu'on met dans la transition? Mais avant qu'on parle effectivement de transition, je propose de faire une petite pause et je rappelle effectivement que le podcast Le Rendez-vous est enregistré à Paris, tourné à Paris. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Je compte sur vous aussi, messieurs. Et puis surtout, Quotient Life, le média en ligne qui monte, vous vous abonnez également. On va donc marquer une petite pause et on revient juste après. Quotient Life, notre ligne éditoriale. Racontez vos histoires, décryptez les faits, explorez vos passions et vous accompagnez au quotidien avec rigueur et proximité. Grande ville au village, nous capturons l'authenticité, la rigueur et la proximité. Ici, chaque histoire compte et chaque vérité se raconte. Une équipe connectée, animée par la même promesse éditoriale, vous accompagner, informer et inspirer chaque jour. De Paris, nous relions le Cameroun, sa diaspora à l'actualité internationale avec la même exigence. En Italie, en Belgique, nous restons proches de vos histoires. À haute voix, nous recueillons et partageons pour vous les commentaires les plus pertinents sur les sujets brûlants de l'actualité. Avec Quotient Life, on cultive la résilience, l'espoir, la proximité, toujours en lien avec vos modes de vie. Vous avez des questions, des experts en santé, économie, droit ou encore géopolitique vous répondent dans Face to Face. Et chaque semaine, votre calendrier culturel pour préparer vos sorties du week-end. Dans Résilience, nous mettons en lumière des histoires sociales qui appellent à la solidarité collective pour redonner espoir. Quotient Life, Proche de toi, proche des faits. Que devient l'alternance quand le pouvoir écrit les règles du jeu? Dans cet épisode, on parle d'alternance politique, d'opposition, de transition. Alors, ma question était de savoir qu'est-ce qu'on met sur la feuille transition. Alexis, si aujourd'hui tu dois écrire la feuille de transition pour Djibouti, qu'est-ce que tu vas proposer concrètement? Déjà, tu l'as dit dans la première partie de cet épisode, tu voudrais qu'il y ait en tout cas une alternance inclusive, qu'il y ait tout le monde. Mais moi, j'ai envie de te dire, si le président est réélu,
il peut proposer un gouvernement d'union nationale. Par exemple, tout le monde s'assoit autour de la table et puis ensemble, on construit la nouvelle société djiboutienne. Pourquoi demander une transition? Oui, mais sauf que encore faut-il y penser. Je pense que on ne peut pas aujourd'hui avoir cette prétention politique de vouloir, de prétendre en tout cas vouloir construire une société quand on a failli pendant plus de 26 ans. Donc, ce n'est pas forcément quand le temps lui est limité aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il va y avoir l'élection présidentielle de 2026 que forcément ça veut dire qu'il va finir son mandat. Parce que, en tout cas, les groupes que j'ai structurés autour de moi, on va faire en sorte à ce que la chose ne perdure pas du tout. Donc, pour ce qui concerne la transition... C'est-à-dire que la chose ne perdure pas, c'est-à-dire que le président ne perdure pas au pouvoir, c'est-à-dire bien sûr, que chacun prenne ses responsabilités, que la société civile prenne ses responsabilités, que l'opposition prenne également ses responsabilités, etc., que nos partenaires prennent également ses responsabilités, parce qu'il ne faut pas oublier que le partenaire a également un rôle à jouer. Mais qui est le partenaire, ici, en l'occurrence? Chez nous, en fait, c'est quasiment l'ensemble de puissances installées et qui ont également des casernes militaires. Donc maintenant, ils ne peuvent pas non plus eux-mêmes vouloir faire la promotion des valeurs humaines et valeurs démocratiques à la fois dans leur pays et ailleurs, et que cela s'arrête aux frontières justement de la République de Djibouti. Pour ce qui concerne en tout cas Djibouti, je pense qu'ils doivent avoir cette conscience de rappeler qu'il y a des limites également à tout pour qu'ils puissent également faire plier. C'est ce qu'on appelle également la pression politique. Je pense que le partenaire ont également un rôle à jouer. Ils ne peuvent plus rester vraiment silencieux par rapport à cette situation de coup d'État constitutionnel, et quand nous savons également les résultats qu'engendrera l'élection de 2026. Donc, il faut continuer également à discuter avec l'ensemble des acteurs, avec l'ensemble de nos partenaires, pour donner fin, en tout cas, à tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, l'alternance inclusive est vraiment la meilleure des choses que je prépare. Si certains vont peut-être également parler des renouveaux démocratiques, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment tout reconstruire vraiment à Djibouti. Mais avant d'arriver là-dessus, moi, la question que je me pose, et là, ça rejoint un peu le sujet de cet épisode, c'est de dire l'opposition. Mais si on demande aux partenaires, c'est pas de l'ingérence? Non, si on demande aux partenaires de mettre la pression sur le régime en place, et c'est la question vaut aussi pour le Cameroun, c'est-à-dire que si quand on est une opposition, on fait appel à ses partenaires en disant venez mettre la pression par exemple au président en place, est-ce que ça s'appelle pas de l'ingérence? Je dis pas. Mais juste pour revenir sur le cas du Cameroun, est-ce que c'est pas de l'ingérence finalement? Oui et non. Oui et non. De toute façon, le Cameroun, quoi qu'il en soit, doit garder sa souveraineté. C'est le principal. Mais il n'en demeure pas moins qu'il peut être positif dans des circonstances bien particulières que des pays amis, que des pays frères, que la communauté internationale ou la communauté africaine s'implique dans la résolution du point de vue diplomatique d'un conflit. Ça, c'est déjà vu. Je prends le cas de la Gambie. Ça a été un relatif bon succès. Donc, ça ne me paraît pas être, si ça se met en place, quelque chose de particulièrement négatif, tant que la souveraineté du pays est maintenue. D'accord. Donc, c'est justement là où je voulais en venir. De toute façon, personne ne portera une alternance que le peuple du pays concerné. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que tu as juste un petit peu, je dirais pas perverti ce que j'allais dire, mais oui, le partenaire et la communauté internationale a également le moyen de pression lorsque la situation est complètement chaotique. Aujourd'hui, il y a ces coups d'État constitutionnels, par exemple, pour ce qui concerne vraiment Djibouti, où c'est passé au vu au su de tous. Donc oui, le partenaire, la communauté internationale ont également cet aspect moral à défendre
également n'est pas resté vraiment silencieux parce que, quand je dis la pression politique, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce soit la communauté, parce qu'on a parlé de la communauté internationale, mais l'Union européenne, les États-Unis, la France, etc. En tout cas, toutes ces grandes puissances qui ont également des présences militaires à Djibouti savent qu'ils octroient, par exemple, des loyers des casernes militaires qui, normalement, doivent également aller dans le développement du pays. Il y a également des aides quelconques en matière financière, etc. Donc, quand le partenaire te donne les moyens de te développer et que quelque part, le pouvoir est en train de faillir justement au respect de règles démocratiques, bien évidemment, ils ont aussi mais pardon, mais moi, je ne vois pas comment un partenaire qui vient effectivement... C'est pas de l'ingérence. C'est pas de l'ingérence. Quand on voit, par exemple, des organisations des Nations Unies qui vont faire des ateliers en matière, qui vont tout financer pour, comment dirais-je, enseigner les gens ou former les gens sur la défense, justement, de droits de l'homme, que ce soit également sur des valeurs démocratiques, etc., ils injectent aussi de l'argent dans les cadres de formation de ces ateliers-là. Et donc, ce n'est pas de l'ingérence, mais de dire quand la chose ne va pas, quand on voit que la situation est complètement, parfois même préoccupante, que ça risque de créer également de l'instabilité, je pense que les vrais amis disent également la vérité. Mais ça me permet de rebondir parce que quand il y a eu le coup d'État, par exemple, au Gabon, on a bien vu effectivement que même si au début, les puissances étrangères, les amis, les partenaires ont été timides, mais finalement, ils ont approuvé. Et je vais prendre le cas de la Guinée également. Donc, c'est un coup d'État, ça reste un coup d'État. Mais le fait que tu dis que ça a approuvé, c'est pas de l'ingérence ? Non, moi je pose la question. De dire que les puissances, les amis partenaires doivent venir mettre la pression en disant « Bon là, vous avez fait sauter la limitation des mandats, au niveau de l'âge maintenant, tout ça saute », quand là, l'opposition a besoin des partenaires. C'est-à-dire que finalement, cette opposition, qu'est-ce qu'elle cherche ? Ce qu'il faut remettre, faut remettre un peu l'église au milieu du village. Je pense que ceux qui sont habilités, qui ont la qualité à dire ingérence ou pas, c'est le pays lui-même. C'est pour ça que je dis que la souveraineté revient au pays lui-même. Et dans ce pays, la souveraineté revient à son peuple. Donc, nécessairement, qu'il s'agisse d'une transition ou qu'il s'agisse d'une alternance, elle doit être portée par la souveraineté du peuple. La situation de nos pays, ce qui caractérise nos deux pays, c'est que cette souveraineté du peuple, elle est étouffée. Elle est étouffée par la violence politique, par la violence arbitraire et par la violence physique des forces armées et même judiciaires. Dans le cas du Cameroun, le pouvoir judiciaire est un maillon fort de la répression. Maillon fort. Donc, de mon point de vue, si on parle de transition typiquement au Cameroun, la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'on parle de transition avec M. Biya ou pas ? Alors, moi, je suis très clair sur la question. Il n'y a pas d'avenir pour le Cameroun, aucun avenir possible avec M. Biya. Aucun possible, strictement. Parce que M. Biya est l'incarnation d'un pouvoir fondamentalement autocratique, d'inspiration néocoloniale, qui, d'ailleurs, moi je fais un travail depuis quelque temps, on aura l'occasion d'en reparler, à travers lequel, sur les questions de développement, à travers lequel j'ai acquis la conviction objective et rationnelle du fait que le président Biya n'a jamais voulu développer ce pays qu'on appelle le Cameroun. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller à une transition avec le président Biya. La transition, la possible transition qu'on peut envisager dans un pays comme le Cameroun aujourd'hui, c'est effectivement que la mobilisation populaire se durcisse, qu'elle s'enracine, qu'elle se structure davantage, malgré la répression, de manière à ce que le rapport de force populaire, à un moment ou à un autre, bascule en fonction en faveur du peuple, et que les cartes soient rebattues, et que, comme Alexis le disait tout à l'heure, que la fondation du pays soit inclusive et qu'elle implique à la fois les politiques, les traditionnels, la jeunesse, toutes les couches de la société. Toutes les couches de la société. Alors, très bien, on va avancer rapidement dans le débat. On parle de transition. On est là sur la feuille blanche. Qu'est-ce qu'on met sur cette feuille de transition quand on a eu 43 ans au pouvoir, ou alors à Djibouti,
on l'a dit tout à l'heure, une vingtaine d'années au pouvoir. Qu'est-ce qu'on met dans cette... Qu'est-ce qu'on met? Parce que la transition, ça prend quoi? Parce qu'on a vu aussi des gouvernements qui se sont installés, qui ont dit, bon, moi, je propose un mandat, par exemple, dans l'AES, au Niger, il y a une transition qui va durer 15 ans. Justement, oui. Moi, en tout cas, dans le cas des engagements que j'ai présentés, notamment sur mon X, à travers les vidéos, etc., on doit assainir tous... d'un point de vue constitutionnel, mais également d'un point de vue Ça veut dire tout dissoudre. Non, je ne parle pas de dissolution, mais on doit assainir certaines choses. C'est-à-dire qu'on met... il faut rendre la chose vraiment transparente. C'est-à-dire octroyer à chacun son rôle, octroyer à chacun... octroyer également le droit à la transparence, l'exigence du moins à la transparence, etc. etc. Et donc, je pense que après, dans cette alternance, il y a les préoccupations des uns et des autres sur le plan démocratique, sur le plan politique, sur le plan social, économique, etc. Donc, en écoutant également les uns et les autres qu'on va édifier justement un projet commun qui va consister aujourd'hui à préparer, ou demain, pardon, en tout cas, à préparer cette alternance d'un point de vue politique, etc. Mais c'est quand même, c'est utopiste de penser qu'on peut faire une transition sans les éléments des régimes qui sont là depuis des années et des années. Ah non, mais personne n'exclut qui que ce soit. En tout cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là-dessus, non, c'est ce qui vous diffère. C'est peut-être là-dessus qu'il y a une petite différence dans vos arguments. C'est-à-dire que Alexis veut faire asseoir tout le monde à la table pour la transition. Moi, je suis clair. Je suis clair de ce point de vue. Je dis ceci. Je dis que le régime est fondamentalement autocratique d'inspiration néocoloniale. C'est-à-dire que ce qu'on entend, nous, par transition, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans leur logiciel. Donc, en fait, le régime n'acceptera jamais une transition. Donc, s'il y a transition, ça veut dire que c'est une transition qui est imposée. Et dès lors que la transition leur est imposée, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'eux. Si on a réussi à leur imposer la transition, dès lors, on peut les exclure de la transition. Donc, il faut être clair. Aujourd'hui, le régime ne dira jamais, en tout cas en ce qui concerne le Cameroun, ne dira jamais « Ok, on a changé d'avis, on veut ouvrir un peu le jeu, venez, on va s'asseoir ». Non, ça va toujours tourner à des coquilles vides. J'aime bien l'expression coquille vide, comme le grand dialogue de 2020 qui n'a accouché de 2019 qui n'a accouché de rien. Donc, de fait, si on doit parler de transition dans notre pays, ce sera une transition véritable tant qu'elle ne concernera pas le régime. Alors, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui ont travaillé avec le gouvernement de près ou de loin doivent être bannis? Je n'irai pas jusque-là. Ce sera au cas par cas. Je n'irai pas jusque-là. Mais les éléments fondamentaux, les éléments structurants, ce que nous on appelle au Cameroun vulgairement les faucons, et tous ceux qui sont autour. En tout cas, tous ceux qui incarnent le régime doivent être mis de côté. Autrement, ce n'est pas une transition. C'est une évolution, ce serait une évolution en trompe-l'œil. Moi, je pense qu'en fait, l'alternance, je pense que tu n'as pas été jusqu'au bout de ta question. Je pense qu'une alternance se prépare après le départ, justement, du pouvoir actuel. Oui, mais d'où la transition. Oui, bien sûr. Non avec le pouvoir. C'est sans le pouvoir. Là où je voulais en venir, c'est juste de dire que dans le pouvoir, qu'il soit à Djibouti ou je pense ailleurs, il y a des hommes et des femmes qui sont capables aujourd'hui également de porter avec n'importe quelle opposition ou n'importe quelle équipe nouvelle la contribution, en tout cas, qui s'impose, quel que soit en fait sur tous les plans. Et je pense que ce sont des hommes et des femmes qu'on n'entend pas souvent, mais qui ont ces capacités, ou cette capacité en tout cas de contribuer au projet de la République. Toujours dans cette transition, qu'est-ce qu'on prévoit comme texte pour l'opposition? Parce que la question réelle aujourd'hui qui nous manque peut-être dans nos jeunes démocraties, si je peux le dire ainsi, c'est qu'il n'y a pas de rôle réel pour l'opposition. Clairement, quand je vois le cas par exemple du Cameroun, c'est-à-dire qu'il y a certains opposants qui autrefois étaient emprisonnés, et c'est très compliqué d'être opposant. Donc, et puis la question se pose aussi en ce qui concerne Djibouti. Est-ce qu'il ne faudrait pas, s'il y a effectivement un texte à écrire en termes de transition, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce rôle de l'opposant? Pour moi, en 2 mots, la première exigence, c'est de réintégrer le droit et le devoir de chacun.
en toute transparence. Quand je parle de droit, c'est celui de s'exprimer librement, c'est également le journaliste de travailler librement. Donc la liberté d'expression, les médias etc. qui exercent. Oui, et que la transparence puisse aujourd'hui régner. En 2 mots, hein, c'est ce que j'ai. Alors, le pouvoir finance l'opposition ou pas dans cette transition? Mais je ne pense pas que, de toute façon, quel que soit le pays, un pouvoir finance une non, mais en tout opposition cas, il faut quelconque. mettre à disposition de l'opposition des moyens pour que, quand, par exemple, c'est ce qui est reproché dans certains pays, c'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, à Madagascar, on disait que le président de l'époque, lui, pouvait mener sa campagne tranquillement et que les principaux opposants, les principaux opposants ne pouvaient pas mener leur campagne parce qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens. Mais justement, c'est pour ça que moi, personnellement, je disais qu'il faut réintégrer le droit et le devoir de chacun. Que chacun, que ce soit un parti politique, une personne civile, on peut parler même de la société civile qui n'a pas droit au chapitre aujourd'hui parce qu'elle n'a absolument, elle n'a pas le droit de dire quoi que ce soit ou de s'exprimer en tout cas librement, même si elle doit créer une association. Si un groupe de personnes crée une association, elle doit vraiment rendre compte et que cette association-là doit être également proche du pouvoir. Sans cela, en fait, tu ne peux même pas obtenir un statut de ton association. Donc, c'est une première exigence que le droit et le devoir de chacun puissent être réintégrés dans cette alternance. D'accord. Alors, je propose, avant de passer la parole à Olivier, qu'on marque une petite pause. Je rappelle que vous pouvez vous abonner, commenter, liker le podcast Le Rendez-vous, qui est donc produit par Quotient Life, le média en ligne. À tout de suite. Quotient Life, notre ligne éditoriale. Racontez vos histoires, décryptez les faits, explorez vos passions et vous accompagner au quotidien avec rigueur et proximité. Grande ville au village, nous capturons l'authenticité, la rigueur et la proximité. Ici, chaque histoire compte et chaque vérité se raconte. Une équipe connectée, animée par la même promesse éditoriale, vous accompagner, informer et inspirer chaque jour. De Paris, nous relions le Cameroun, sa diaspora à l'actualité internationale avec la même exigence. En Italie, en Belgique, nous restons proches de vos histoires. À haute voix, nous recueillons et partageons pour vous les commentaires les plus pertinents sur les sujets brûlants de l'actualité. Avec Quotient Life, on cultive la résilience, l'espoir, la proximité, toujours en lien avec vos modes de vie. Vous avez des questions, des experts en santé, économie, droit ou encore géopolitique vous répondent dans Face to Face. Et chaque semaine, votre calendrier culturel pour préparer vos sorties du week-end. Dans Résilience, nous mettons en lumière des histoires sociales qui appellent à la solidarité collective pour redonner espoir. Quotient Life, Proche de toi, proche des faits. Retour sur ce plateau, Olivier, on était sur la question de la transition et du financement possible ou pas de l'opposition. Comment on fait? Alors, je dirais que la question du financement de l'opposition est une question vraiment secondaire. Vraiment secondaire. La question principale, c'est qu'est-ce qu'on met dans cette transition? De ce point de vue, le MRC, dans son programme de 2018, a proposé un pacte républicain qui répond assez bien à cette question, en tout cas dans le contexte du Cameroun. Parce que j'ai l'habitude de dire que en France, on n'est pas passé de la monarchie à la Ve République en une seule étape. Non, non, bien sûr. Il y a nécessairement des différentes étapes que l'on peut considérer comme des ruptures, des transitions, etc. Donc, qu'est-ce que le MRC proposait en 2018, et qui est toujours d'actualité d'ailleurs, c'est que dans le cas du Cameroun, la première des choses, c'est revenir à la limitation des mandats. Premier élément. Deuxième chose, mettre sur pied un débat national, institutionnel, sur la question de la forme de l'État. Que ce soit un État unitaire, que ce soit un État unitaire décentralisé, que ce soit un État fédéral, peu importe. Ce qui est important, c'est que
les Camerounais, en toute souveraineté, doivent s'exprimer sur la question, s'entendre sur la question et accepter collectivement le principe sur lequel ils veulent être gouvernés. Troisième point, il faut remettre en place les éléments à la fois constitutionnels et institutionnels qui garantissent la séparation des pouvoirs. Donc c'est vraiment complètement, on revoit toutes les institutions. Dire complètement, c'est un fourre-tout. C'est comme si on mettait tout et rien. Il y a des éléments précis, il y en a 5 précisément, j'en étais au 3e. Je donne un exemple là-dessus. Le président de la République ne peut pas être président d'un parti. Il ne peut pas être président, le chef des magistrats. C'est pas possible. Ça, il faut bannir. 4e élément, il faut revoir le rapport entre le gouvernant et le gouverné. Ça veut dire que dans la façon dont les autorités locales, les préfets, les sous-préfets exercent leur pouvoir au niveau local, au niveau de leur champ de compétences, eh ben, on doit sortir de ce rapport de paternalité. On doit sortir des réflexes coloniaux. Quand je parle de réflexes coloniaux, on apprend, il y a le jeune maire Billon qui a fait des déclarations que tout le peuple a appréciées parce qu'il a dit la vérité. Il se fait convoquer par un préfet. Moi, je ne suis pas juriste, mais je m'interroge quand même. De quel droit est-ce qu'un préfet convoquerait un élu parce qu'il a donné une opinion politique? De quel droit? Donc ça, il faut revoir tout ça. Il faut revoir tout ça. Et le 5e, il m'échappe un petit peu, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, on ne met toujours pas la question du financement, en tout cas... Non, pour moi, la question du financement, je vais y répondre en 2 secondes. Le financement de l'opposition, je pense que la réponse découle dans l'aboutissement des processus de démocratisation. Dès lors que nous sommes dans une vraie opposition républicaine et que le pouvoir en place joue le jeu, l'opposition va trouver ses propres moyens de financement. Prenez le cas du Cameroun. Prends le cas du Cameroun. Excuse-moi encore une fois. Non, il n'y a pas de souci. On est dans un pays où il y a bien des millionnaires, des milliardaires. Comment se fait-il qu'il n'y a aucun millionnaire, aucun milliardaire qui se prononce en faveur du MRC, par exemple? Je prêche pour ma chapelle. Après, on peut pas imposer... Ça aurait pu... Non, je n'impose pas. Mais je dis, est-ce possible que dans ce pays, il n'y ait aucun millionnaire ou homme d'affaires, qui pense que ce que nous disons au MRC a du sens? Je ne crois pas. Okay. Et je pense que dès lors que l'environnement politique est décrispé et que les partis peuvent se déployer, on peut organiser des choses pour s'auto-financer. Cela n'exclut pas un financement public. Bien sûr. Alors, oui, n'exclut pas un financement public. Alexis, on revient sur la transition. Tu as parlé tout à l'heure des leviers avec les partenaires internationaux qui, eux, doivent aussi jouer leur rôle. Et dans le cas de Djibouti, par exemple, je rappelle qu'effectivement, Djibouti est connu pour être le pays qui abrite toutes les bases militaires de toutes les grandes puissances, le Japon, les États-Unis, enfin voilà. Et donc, comment est-ce qu'on organise une transition avec ces partenaires notamment? Qu'est-ce qu'on leur donne comme garantie? Parce qu'eux, ils sont là finalement pour juste payer un loyer et installer leur base militaire. Non, pas forcément, puisque la stabilité est importante aussi pour eux. Parce que demain, si les choses dégénèrent, forcément, ça risque également de les impacter. Je pense qu'aujourd'hui, une équipe qui chercherait également à préserver cette stabilité-là est une priorité aussi pour eux. Donc, je reviens encore là-dessus, parce que tu es revenu sur cette question-là. Une fois de plus, je dis que le changement d'abord appartient, Olivier l'a bien dit, appartient d'abord aux citoyens pour ce qui concerne Djibouti. Les citoyens djiboutiens, c'est à eux-mêmes de porter le projet de toute alternance. C'est eux-mêmes qui doivent porter aussi l'idée du changement. Ce n'est pas à nos partenaires, sauf que dans ces cas spécifiques de Djibouti où il y a de présence militaire, bien évidemment, les partenaires sont concernés par les enjeux politiques, par les enjeux économiques, etc. Donc, ils ne peuvent pas rester silencieux, surtout quand
la chose peut dériver également à tout moment. Il y a des fortes préoccupations et je sais de quoi je parle parce que j'échange également, j'ai échangé beaucoup quand j'étais également en fonction à Djibouti. On échangeait sur leurs préoccupations, leurs inquiétudes, etc. Surtout au regard également de la situation régionale ou de la sous-région. Donc voilà, l'alternance doit être un enjeu majeur où toutes les questions doivent être posées sans vraiment tabou. Alors, Alexis, maintenant je te repose la question parce qu'en tout début, je t'ai demandé, est-ce que tu vas te présenter contre le président Ismaël Guelleh? Je pense que dans une situation où tout est déjà joué d'avance, le faire serait cautionner ce que je suis en train de rejeter. Je pense que le pouvoir n'a pas besoin aujourd'hui cette caution morale que je vais lui apporter, en tout cas en participant à une élection présidentielle, d'autant plus de la façon dont il a tout verrouillé, parce qu'il y a une exclusion absolue, en tout cas, mais la politique par rapport de la au chaise texte. vide. Mais si tu ne participes pas... J'en reviens. Après, on a encore le temps. On a encore 6 mois. On va voir comment, avec l'équipe structurée autour de moi, quelles sont également l'action finale que l'on portera. Mais de toute évidence, bien évidemment, que la chaise vide n'est pas non plus une solution. Mais m'adresse également aux Djiboutiens de dire que l'élection de 2026 ne doit pas être un objectif, mais que la mobilisation doit aujourd'hui se faire parce que le seul objectif est celui du départ pur et simple du président de la République actuellement, qui a porté encore un coup dur à la Constitution pour pouvoir se représenter en 2026, notamment dans une situation où on voit le désastre économique, le désastre social que 26 ans de gouvernance ont posé. Donc je pense que les Djiboutiens sont conscients de tout cela. Moi, je les invite à continuer cette mobilisation de la façon la plus pacifique possible et ne pas faire de 2026 un objectif, c'est maintenant que les choses doivent se passer. Alors, politique de la chaise vide, ça me permet de faire la transition. Le MRC a connu ça par expérience finalement, parce que c'est intéressant, Alexis, parce que le MRC est quand même passé par des étapes qui sont assez importantes. La politique de la chaise vide, on a bien vu qu'elle n'a pas payé, puisque l'exclusion finalement du MRC au scrutin présidentiel du 12 octobre dernier. Là, est-ce qu'on ne peut pas aussi préparer une alternance en étant sur le terrain et en partant bas de campagne pour les législatives? Tu as senti ma question venir. Est-ce que ce n'est pas aussi ça? Bien sûr. Alors, d'abord, je vais, si tu permets, je vais un peu, pas reformuler ta question, mais fais-toi plaisir. Mais je veux dire, non, le boycott de 2020, on ne va pas y revenir, mais j'ai toujours dit qu'il y avait de bonnes raisons d'aller à cette élection. Il y avait aussi de très bonnes raisons de ne pas y aller. Et aujourd'hui, le résultat de l'exclusion barbare de notre candidat, le professeur Kamto, donne des gages au oui, comme elle donne aussi des gages au non. Oui, mais de toutes les façons, on ne refait pas le débat. On refait pas le débat. Mais ça fait partie de l'histoire du parti. On ne refait pas le débat. Mais ce qui est certain, c'est que je ne crois pas qu'il y aura un nouveau boycott. Je ne vais pas me prononcer à la place des instances du parti. Nous avons une convention extraordinaire qui va se tenir à la fin du mois. On en sortira de là avec une nouvelle feuille de route. Je ne crois pas qu'il y aura un boycott, mais comme je l'ai dit déjà dans cette discussion, je pense qu'aujourd'hui, il est absolument fondamental de préparer en même temps, avec la même énergie, la mobilisation populaire et les élections. Parce que ce que les élections nous ont appris, même pas appris, nous le savions déjà. Mais le pouvoir nous l'a imposé de la façon la plus dure. Savoir que l'élection ne suffira pas pour avoir ou une transition ou une alternance. Au bout de l'élection, il y aura nécessairement un rapport de force politique populaire que nous sommes condamnés à remporter, si on veut espérer
une transition ou une alternance. Dès lors, nous devons préparer la mobilisation populaire en même temps que les élections. Ok. Et donc, si je comprends bien, on se comprend bien tous les trois, c'est que, alors, d'une part, Alexis, toi tu dis, moi, je ne peux pas me présenter à une élection tant que les conditions ne sont pas remplies. Je n'ai pas dit cela. Je dis dans l'immédiat, mais on va y réfléchir. Dans l'immédiat, tant que les conditions ne sont pas remplies. C'est bien ça? Oui, avec ou sans, en tout cas, on est en train de travailler là-dessus. Ok, très bien. C'est tout à fait ça. Mais les sujets qui ont été abordés dans cet épisode, c'est l'opposition, c'est la transition, c'est comment on se prépare et comment on fait. Et vous êtes en train de me dire, messieurs, si je comprends bien, il ne faut pas uniquement se préparer pour les échéances présidentielles, parce que la mobilisation, comme tu l'as dit, commence avant. En parlant de mobilisation, le rôle de la diaspora, vous avez soulevé un peu le rôle de la diaspora, mais moi j'ai envie de dire, Djibouti, la diaspora djiboutienne, elle représente quoi? 3%? En fait, elle est assez jeune. La diaspora djiboutienne est vraiment assez jeune. Je pense que c'est depuis maintenant 20 ans, 22 ans, contrairement à d'autres pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Donc, c'est vrai qu'elle ne représente pas beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui ont acquis des expertises, des compétences diverses et qui ont vraiment réussi dans leur pays d'accueil. Je pense que ce sont des hommes et des femmes capables aujourd'hui de contribuer au développement de leur pays, même dans les cadres justement d'une alternance politique. Et je pense que ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose dont il ne faut vraiment pas négliger, surtout quand nous savons que les Djiboutiens savent que la diaspora est vraiment l'ennemi public numéro 1 depuis maintenant des années. Nous sommes peut-être même la seule diaspora au monde qui ne peut même pas voter dans son pays d'accueil, même s'il y a une représentation diplomatique. Ça veut dire que la diaspora est considérée comme opposante de fait. C'est une méfiance absolue du pouvoir actuel, surtout quand on sait l'exercice, les années où le président de la République a passé également à l'époque coloniale en tant qu'officier de renseignements généraux et que par la suite, il a combattu aussi, en tout cas, tous les indépendantistes. Et ça, nous le savons et tout le monde le sait. Donc forcément, il y a toujours cette méfiance de la diaspora qui, pour lui, est dans sa tête, sont des agents de leur pays d'accueil, alors que ce n'est pas du tout cela, parce qu'il sait pertinemment que la diaspora sont avant tout des hommes et des femmes complètement éveillés et capables de démonter en tout cas ces systèmes. D'accord. On revient à la diaspora camerounaise. Qui a pu voter qui a massivement voté. Et qui a massivement... vous avez vraiment de la chance. Voilà, qui maintenant peut voter? C'est une demande qui avait été formulée depuis de nombreuses années. On peut au moins mettre au crédit du président Paul Biya le fait qu'enfin il a accordé aux citoyens de la diaspora camerounaise de pouvoir voter. Comment est-ce qu'on organise une transition justement avec cette diaspora? Est-ce qu'on crée un secrétariat particulier qui va gérer la diaspora? Comment on organise la place de cette diaspora dans le débat? La diaspora elle-même ou... Non, mais la question c'est de savoir. On est en train de parler de créer une transition, de comment est-ce qu'on s'organise pour le futur. Et donc la question c'est quel est le rôle qu'on donne à la diaspora concrètement dans ce débat en fait. La place. La place de la diaspora. Juste une précision en 2 secondes. Monsieur Biya n'a pas donné à la diaspora le droit de voter. Le droit de voter est un droit constitutionnel. Donc, il ne nous le donne pas, c'est notre droit. Oui, mais avant, ce n'était pas possible. Oui, mais il l'usurpait. En tout cas, il le violait, ce droit, mais c'est un droit constitutionnel, ce n'est pas un droit qu'on a reçu d'un président quelconque ou de quiconque. C'est un droit constitutionnel. C'est très important de le préciser. D'ailleurs, il est constamment entravé parce que les bureaux de vote auraient dû être ouverts à Paris depuis la fin de l'élection de 2018. Ils ont été ouverts seulement l'année passée. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on n'a pas pu s'inscrire. Bon, je passe. Le rôle de la diaspora, de mon point de vue, c'est lequel? C'est d'être d'abord cette frange de la population nationale qui refuse le diktat psychologique et politique du pouvoir. D'ailleurs, c'est pour ça que ce soit à Djibouti ou au Cameroun, nous avons une diaspora qui est ostracisée par le pouvoir. Donc nous devons continuer à être ce maillon d'éveil pour les populations locales. C'est absolument fondamental.
Ensuite, moi, je lance un appel à tous mes compatriotes camerounais de la diaspora. Que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, etc., nous sommes des dizaines de milliers. Il n'est pas normal que dans un pays comme la France, nous n'ayons eu que à peu près 5000 inscrits. Sur les listes électorales. Sur les listes électorales. C'est trop peu. On peut faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et ensuite, la diaspora a un pouvoir d'achat. La diaspora, parlons simplement, a un pouvoir d'achat. Donc la diaspora est un point d'ancrage pour justement apporter des financements à l'opposition. La diaspora aussi est un vivier de compétences, comme Alexis l'a dit, pour apporter des idées, pour créer des think tanks, pour proposer des choses écrites et être le relais entre ce qui se passe au niveau local. Mais ça se fait déjà, Olivier, mais on doit mieux le faire. Dans les consulats justement aujourd'hui, il y a des guichets pour ceux qui veulent entreprendre. Il y a énormément d'activités pour des gens de la diaspora. Oui, alors moi je suis pas entrepreneur, donc je suis ingénieur indépendant, donc mais je me considère pas forcément comme un entrepreneur, mais je suis dans le conseil. Mais donc, c'est pour dire que je ne peux pas forcément parler avec précision de ce qui se propose. De ce qui marche ou de ce qui ne fonctionne pas, bien sûr. À ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que nous faisons déjà dans la diaspora, nous devons faire plus. Nous devons faire plus, précisément sur les points que j'ai donnés, de continuer à être cette voix dissidente qui refuse le diktat de la médiocrité ambiante au niveau local, être une force de proposition, être un point d'appui pour les financements notamment de l'opposition, être enfin le lien entre ce qui se passe au niveau local et ce qui peut se passer, tout ce qui peut se passer à l'extérieur des frontières nationales. Nous avons été ici, je peux le dire ici, j'ai contribué à la rédaction du rapport qui a été rendu à Genève, je crois, je ne sais plus, au mois d'octobre, par un groupe de Camerounais. On a fait le rapport de la situation dans notre pays qui a été déposé à travers une manifestation à Genève. C'est ce rôle-là que nous pouvons jouer. Nos compatriotes qui sont sur place ne peuvent pas prendre des billets d'avion pour arriver ici juste pour déposer un rapport. Donc tout ça, nous devons jouer notre partition. Pleinement. Voilà. Alors, on arrive presque au terme de cet échange. Et là, maintenant, j'ai envie de vous dire, vous arrivez aux affaires. Djibouti, on va commencer par Djibouti. Alexis, toi président, qu'est-ce que tu fais tout de suite? Vous savez, nous avons un taux de jeunesse vraiment très préoccupante et qui ne trouve pas une jeunesse qui ne trouve pas du tout sa place, qui est vraiment mise sur les bancs de la société. Nous avons plus de 3000 jeunes universitaires qui sortent chaque année de nos universités avec une très mauvaise qualité d'apprentissage. Donc, il faut vraiment arriver à caser. La question de la jeunesse, de l'employabilité, de la formation et de l'insertion est vraiment une urgence absolue pour Djibouti, parce que si on n'arrive pas à canaliser tout cela, malheureusement, c'est toute la société qui est dynamitée. C'est vraiment des capacités humaine qui va nous échapper, alors que ces jeunes-là peuvent servir la République de toutes les manières possibles. Donc tout de suite, tu t'occupes de ces jeunes. C'est une priorité absolue. Puis également la corruption, dont il faut vraiment, qui cause un gros problème chez nous, qui gangrène toute la société djiboutienne. C'est également une priorité. Et puis l'autre priorité, c'est aussi l'éducation, qui est vraiment une urgence absolue pour nous, au regard de la mauvaise qualité, au regard également des structures complètement détruites. Et qui finance du coup? Ce sont les partenaires? On augmente. Non, je parle justement de la corruption. Vous savez, quand vous avez, par exemple, je dis un chiffre comme ça, si vous avez $1 milliard qui part dans les poches des uns et des autres, c'est $1 milliard qui peuvent servir à la santé, à l'éducation. Oui, mais qui sont perdus. Du coup, quand on arrive au pouvoir, que les caisses sont vides, comment on fait pour quand vous arrêtez justement cette hémorragie-là, forcément, vous allez trouver des points de financement. Mais l'autre chose, et c'est vraiment une question importante, c'est qu'il va falloir
falloir à un moment donné que chaque responsable de celui ou celle qui a détourné non seulement l'argent public, mais également des biens publics, doivent un jour rendre compte. Ce n'est pas parce qu'ils ont volé qu'on va les laisser faire. Il faudra aller récupérer chaque centime volé dans les caisses de l'État. Il faudra vraiment juger. On va plutôt plus investir, je pense, dans le prison dans un premier temps, plutôt que dans autre chose. Mais c'est vraiment primordial. Il ne faut pas que ces gens-là dorment bien, que leurs proches vivent bien aujourd'hui et que la majorité des Djiboutiens vivent très très mal. Donc il faudra vraiment commencer par ça. Les confondre dans ce qui a pu se passer. Olivier, le MRC arrive aux commandes tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le Cameroun? Comment on fait? Il y a beaucoup de choses à faire. Je ne saurais. Mais les priorités. Commençons par les priorités, bien sûr. Les priorités, évidemment. Les priorités du moment, dissoudre le Conseil constitutionnel, évidemment. Dissoudre ELECAM, évidemment. Convoquer une assemblée générale constituante pour réviser la Constitution, remettre en place la limitation des mandats, mettre sur pied des éléments pour l'organisation du grand dialogue national qui va permettre de trancher la question de la forme de l'État, dissoudre toutes ces organisations qui sont chargées de lutter contre la corruption. Et si j'étais président moi-même, je ratifierais, premier acte, le décret d'application de la loi, je ne sais plus numéro combien, qui sur la transparence publique, c'est-à-dire que tous les hauts fonctionnaires, les ministres qui ont l'obligation de déclarer leurs biens. Oui, mais ça, c'est une fois que vous arrivez au pouvoir, ça c'est la nouvelle équipe. Mais l'ancienne équipe, qu'est-ce que vous en faites? Vous menez des enquêtes? J'allais en venir. Ensuite, il faut faire les états généraux de la justice pour que les magistrats reprennent leur indépendance, qu'ils fassent leur travail, et évidemment que la justice devrait être rendue pour tous ceux qui étaient là avant, qui ont fait des bonnes choses ou des mauvaises choses. Ça, c'est clair, on ne peut pas y couper. Alors, dans vos propos, je n'ai pas entendu libération des prisonniers politiques. Absolument. Prioritaire aussi. Absolument. D'accord. Une question qui revient souvent dans les débats, ça concerne surtout les gens de la diaspora, Absolument. la monnaie. Qu'est-ce qu'on fait? La monnaie. La monnaie, qui est aussi une question de souveraineté nationale. Alors là, je ne peux pas répondre oui ou non. Je peux prendre 30 secondes 30 secondes, juste 30 secondes. Alors, en une phrase, le développement se finance. Ça ne tombe pas du ciel. Donc, nécessairement, il faut des politiques monétaires, il faut des politiques budgétaires. Aujourd'hui, sans la monnaie, nous n'avons pas de politique monétaire. Et je considère que, de toute façon, le Cameroun, ou même les pays d'Afrique centrale, ne sont pas outillés du point de vue de leur capacité de gouvernance et de gestion à aujourd'hui sortir brutalement du franc CFA. Nous devons passer par des politiques budgétaires qui vont propulser la croissance. Et dans une deuxième phase, une fois que nous aurons réglé nos problèmes de démocratie, nos problèmes de gouvernance, et qu'on aura assis des États qui fonctionnent correctement, pas des républiques bananières, à ce moment-là, on sera outillé pour sortir du franc CFA. Ça peut se faire en 10-15 ans. Très bien. À Djibouti, il faut savoir que la monnaie djiboutienne est à parité égale au dollar. Donc je pense que nous n'avons pas la même problématique que les autres pays. Dans l'immédiat, en tout cas, la question monétaire à Djibouti ne se pose même pas. Mais alors, ça veut dire que les Djiboutiens utilisent le dollar américain ou utilisent la monnaie locale? Non, c'est à parité égale. C'est à parité égale. Donc c'est une monnaie assez forte quand même, contrairement au CFA. Donc pour le moment, en tout cas, la question monétaire à Djibouti ne se pose même pas. On verra avec la démographie plus tard, quand on aura 20 millions ou 50 millions, mais on a vraiment de la marge aujourd'hui parce que nous constituons juste 1 million à peine. Je pense que la question monétaire à Djibouti n'est pas une priorité. C'est tout à fait l'inverse. Oui, au Cameroun, bien sûr, parce que là, on parle de souveraineté également. Elle est excessivement prioritaire. Alors, Alexis a commencé cet épisode. Je te propose, Olivier, de conclure. Note d'espoir, peut-être optimisme. La note d'espoir, je dirais que j'invite tous nos compatriotes à ne pas faiblir dans la mobilisation populaire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que nous devons préparer la mobilisation populaire. Peut-être même bien plus que les élections. Voilà ce que j'ai envie de dire, parce qu'il faut plus cacher.
Nous savons que après l'exercice du vote, il y a un baroud d'honneur qui nous attend et on doit se préparer. Est-ce qu'on peut parler d'appel à l'insurrection ou pas? On peut appeler ça comme on veut. Attention. C'est une réalité. Attention. Bon, non, en tout cas... on peut appeler ça comme on veut, c'est une réalité. Aujourd'hui, on va pas refaire le débat sinon on va retomber dans une heure. Nous sommes presque, voilà. mais de façon très claire et très précise, ce serait me trahir à moi-même aujourd'hui et trahir le peuple camerounais d'éviter cette réalité. Aujourd'hui, les Camerounais savent que nous sommes en face d'une bouffonnerie électorale, je l'ai dit précédemment sur un plateau, et que aujourd'hui, quoi qu'il en soit, après l'élection, nous aurons affaire à un baroud d'honneur, c'est tout. C'est la réalité. Juste pour rebondir 2 secondes sur ce qu'il vient de dire, il est vraiment très intéressant. La question est vraiment très, très pertinente parce que très souvent, le pouvoir, lui, parle des actions pacifiques, il appelle au calme, etc. Il demande en fait cela à tous les partis de l'opposition. Mais quand vous avez en face de vous la violence, la brutalité, il y a un moment donné, je pense qu'il va falloir également arriver à se confronter à cette violence, à cette brutalité pour arriver finalement à faire changer les choses parce que ce n'est pas indéfiniment que l'opposition doit rester ou demander l'autorisation de manifester ou l'autorisation de s'exprimer, etc. La violence et la brutalité sont telles qu'à un moment donné, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Messieurs, s'il vous plaît, hélas, on arrive au bout, mais ce que je vous propose, c'est que dans quelques mois, puisque l'élection aura lieu à Djibouti, en avril 2026, c'est donc un rendez-vous que nous allons suivre, comme le nom d'ailleurs du podcast, et sur Quotient Life aussi. Merci beaucoup. Il a été question pendant tout cet échange de parler d'opposition, de courage politique, d'espoir, de diaspora, de transition, de limitation d'âge ou pas d'ailleurs. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur nos plateformes, sur YouTube, mais également à commenter, à liker. Votre soutien compte. Merci beaucoup.